Il avait le sourire le plus célèbre du monde. Un sourire si large, si unique, qu'il étirait son visage dans une grimace de joie pure, un rictus de cheval qui a fait rire la France entière pendant plus de 40 ans. Il était l'homme de la vache et le prisonnier, le curé le plus célèbre d'Italie et de France, l'inoubliable Don Camillo. Il était Fernandel. Mais ce que le public ne voyait pas, ce que des millions de fans ignoraient, c'est que ce sourire, cette énergie comique débordante, cachait une fin d'une tragédie absolue. Une tragédie que l'homme lui-même n'a jamais connue. Fernandel, l'une des plus grandes icônes du cinéma français, a laissé une empreinte indélébile avec des œuvres qui sont aujourd'hui des monuments. Mais derrière le faste, derrière les rires, se cachait une maladie impitoyable et un secret de famille si lourd, qu'il a redéfini les derniers mois de sa vie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter non seulement la vie de la légende, mais aussi la vérité bouleversante sur sa mort. Comment un homme au sommet de sa gloire a-t-il pu être emporté à 67 ans, en croyant jusqu'à son dernier souffle qu'il était en voie de guérison? Comment sa propre famille a-t-elle orchestré la plus douce et la plus terrible des illusions? Restez avec nous pour explorer la vie et la mort tragique de Fernandel, une lumière éblouissante éclipsée par l'obscurité. Si vous aimez ces histoires qui révèlent l'humanité derrière les légendes, nous vous serions très reconnaissants de laisser un petit pouce levé pour soutenir notre travail. C'est un geste simple qui nous aide énormément. Pour comprendre l'homme, il faut remonter à ses racines, à Marseille, la ville de soleil et de Mistral où tout a commencé. Fernand Joseph Désiré Contandin est né le 8 mai 1903. Son destin semblait tracé, non pas par les étoiles, mais par le sang. Ses parents, Sisto Contandin et Désiré Bédouin, n'étaient pas des gens ordinaires. Le jour, son père était un employé sérieux, un comptable au Crédit Marseillais. Mais la nuit, la famille avait une double vie. Sisto et Désiré devenaient Signy et Desna, un duo d'artistes de café-concert. Ils étaient ce qu'on appelait des comiques troupiers, voyageant de petite scène en petite scène, mêlant chansons et blagues. Le jeune Fernand a grandi là, dans les coulisses enfumées, bercé par les mélodies d'opérette et l'odeur du maquillage. Il vivait modestement, mais le foyer était riche de musique, de rire et de cette passion dévorante pour la scène. Il a vu son père se transformer, devenir un autre homme sous les projecteurs. Et il n'a jamais rêvé d'autre chose. Pourtant, la réalité de la vie ouvrière de ce début de siècle était dure. Malgré cet environnement artistique, la famille n'était pas riche. Sisto, pragmatique, voyait d'un mauvais œil cette passion chez son fils. Il voulait pour lui un vrai métier, une sécurité qu'il n'avait jamais vraiment eue. Alors, le jeune Fernand a obéi. Il a d'abord travaillé à la banque, comme son père. Puis dans une savonnerie. Il essayait. Mais son cœur n'y était pas. La pression financière était constante, et le rêve de devenir acteur semblait s'éloigner chaque jour un peu plus, écrasé par la nécessité de gagner sa vie. Il passait son temps libre à apprendre les chansons de son père, à imiter les artistes qu'il admirait. Il avait cette énergie, cette envie. Et puis, il y avait ce visage. Un visage qui n'appartenait qu'à lui. Long, expressif, avec cette bouche immense qui, pour l'instant, n'était qu'une singularité, peut-être même un handicap. Le service militaire arrive, une coupure obligatoire. Mais c'est juste après, en 1925, que sa vie bascule. Pas sur scène, mais dans la vie. Il rencontre Henriette Mance, la sœur d'un de ses amis. C'est le coup de foudre. Un amour total, absolu, qui durera toute sa vie. Ils se marient, et c'est à ce moment précis que naît la légende. L'histoire, devenue célèbre, raconte qu'en allant voir sa fiancée, sa future belle-mère l'aurait aperçu et se serait exclamée avec l'accent marseillais. « Tiens, voilà le Fernandel. » Le Fernandel. Les mots résonnent. Il les contracte. Fernandel. Il a trouvé son nom de scène. Un nom qui est un hommage à la femme de sa vie. Armé de ce nouveau nom et du soutien indéfectible d'Henriette, il se lance corps et âme dans le métier. Il écume les petites salles, les foires, les cafés-concerts de province. Il est payé une misère, mais il apprend. Il affine son personnage. Il comprend que son visage, sa gueule, est son meilleur atout. Il en fait une marque de fabrique. Sa détermination est sans faille. Il travaille dur, enchaînant les petits boulots pour nourrir sa famille naissante. Josette naît en 1926, Janine en 1930. Il doit réussir. Il n'a pas le choix. La chance finit par tourner.
On le remarque. Il monte à Paris. La capitale est un choc, la compétition est féroce. Mais Fernandel a quelque chose que les autres n'ont pas. Cette authenticité, cette chaleur populaire, cette façon unique de transformer une simple chansonnette en un moment de comédie irrésistible. En 1930, il décroche un petit rôle dans un film, Le Blanc et le Noir. Mais c'est en 1932 que tout explose. Il joue dans Le Rosier de Madame Husson. Il y incarne un jeune homme naïf qui, censé être le plus vertueux du village, finit ivre-mort. Sa performance est un triomphe. Le public découvre ce comique ahurissant, capable de faire rire aux larmes avec un simple regard ou un étirement de sa mâchoire. Sa carrière est lancée. Mais ce n'est pas seulement un comique qui est né. Un grand acteur est sur le point d'être révélé. Si cette première partie de sa vie, pleine de détermination et d'amour, vous inspire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir comment il est devenu une star mondiale, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos histoires. Nous apprécions sincèrement votre soutien. Le succès de Le Rosier de Madame Husson fait de Fernandel une vedette du cinéma comique. Les propositions affluent. Il enchaîne les films, souvent des comédies légères, des opérettes filmées comme Ignace ou Barnabé. Il devient immensément populaire. Sa chanson Félicie aussi devient un tube national, un air que toute la France fredonne. Il pourrait se contenter de cela. Il est le roi du box-office comique. Mais un homme va voir en lui autre chose que cette gueule comique. Cet homme, c'est un géant du cinéma et de la littérature, Marcel Pagnol. Pagnol, l'académicien, le chantre de la Provence, prépare son film Angèle en 1934. Il a besoin d'un acteur pour jouer le rôle de Saturnin, un valet de ferme naïf, touchant, et finalement héroïque. Il voit Fernandel sur scène. Il est subjugué. Il ne voit pas le comique, il voit l'humanité. Pagnol déclare « Je le veux ». Le milieu du cinéma est sous le choc. Prendre Fernandel, le rigolo, pour un rôle dramatique dans une œuvre de Pagnol? C'est un pari insensé. Le résultat est une révélation. Fernandel est bouleversant. Il prouve qu'il n'est pas seulement un visage, il est une âme. Il est capable de faire pleurer avec la même intensité qu'il fait rire. Angèle est un triomphe critique et public. Cette collaboration avec Pagnol va transformer sa carrière et son image. Il devient un acteur complet. Ils enchaînent les chefs-d'œuvre, Regain en 1937, Le Spoons en 1938, où il joue un jeune homme qui rêve de cinéma, un rôle qui fait écho à sa propre vie. Et bien sûr, La Fille du Puisatier en 1940, aux côtés de Rému et Josette Day. Fernandel devient l'un des acteurs les plus respectés, et les mieux payés, du cinéma français. Il a réussi l'impossible, être à la fois l'idole du public populaire et un acteur adoubé par les plus grands auteurs. Vient ensuite la période la plus sombre de l'histoire de France, la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Comme beaucoup d'artistes, Fernandel doit naviguer dans ces eaux troubles. Il continue de tourner, principalement sous la direction de la Continentale, la société de production allemande. Il se concentre sur des comédies légères, des films d'évasion comme Les Gueux au paradis ou Ne le criez pas sur les toits. Certains lui reprocheront d'avoir continué à travailler pendant cette période, mais pour le public, ces films sont une bouffée d'air frais, un court instant de rire dans un quotidien de peur et de privation. Fernandel, lui, dira qu'il faisait son métier, divertir. Il traverse la guerre sans scandale majeur, préservant son image d'homme simple et bon vivant. À la Libération, sa popularité est intacte, plus forte que jamais. La France a besoin de rire, et Fernandel est là pour ça. Il devient le symbole de la reconstruction, de la joie de vivre retrouvée. Les années 1950 s'ouvrent, et elles vont le propulser au rang de star mondiale. Sa carrière prend un virage inattendu, non pas en France, mais en Italie. On lui propose un rôle qui va définir sa seconde partie de carrière. Un rôle basé sur les romans de Giovannino Guareschi. L'histoire d'un curé de choc, bagarreur, au cœur d'or, dans un petit village italien en pleine guerre politique entre l'Église et le Parti communiste. Il s'agit, bien sûr, de Don Camillo. En 1952, Le Petit Monde de Don Camillo, réalisé par Julien Duvivier, sort sur les écrans. Le film est un raz-de-marée. Un phénomène de société. Le public adore ce prêtre en soutane qui parle directement à Jésus, avec la voix de Jean Debucourt,
et qui règle ses comptes avec le maire communiste, Peppone, à coups de poing s'il le faut. Ce qui rend le film magique, c'est l'alchimie entre Fernandel et son adversaire, l'acteur italien Gino Cervi, qui joue Peppone. Sur le papier, ils sont ennemis. Dans la vie, ils deviennent instantanément les meilleurs amis du monde. Leur complicité crève l'écran. Le public ne s'y trompe pas. Cette rivalité est avant tout une histoire d'amitié profonde entre deux hommes qui, au fond, veulent la même chose, le bien de leur village. Le succès est planétaire. De l'Europe à l'Amérique du Sud, tout le monde reconnaît Fernandel sous sa soutane. Il tournera 5 films de la série, qui attireront des dizaines de millions de spectateurs, Le retour de Don Camillo, 1953, La grande bagarre de Don Camillo, 1955, Don Camillo Monseigneur, 1961, et Don Camillo en Russie, 1965. Fernandel est désormais plus qu'une star française. Il est une icône internationale. Est-ce que vous aussi, vous avez grandi avec les films de Don Camillo? Quelle est votre scène préférée entre lui et Peppone? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Au sommet de sa gloire, Fernandel n'oublie pas la France. Et en 1959, il va tourner le film qui, peut-être plus encore que Don Camillo, restera gravé dans le cœur des Français. Un film d'une simplicité désarmante, réalisé par Henri Verneuil, La Vache et le prisonnier. L'histoire est celle de Charles Bailly, un prisonnier de guerre français en Allemagne, qui décide de s'évader en traversant le pays à pied, accompagné d'une vache nommée Marguerite. Le film est un chef-d'œuvre de tendresse et d'humanité. C'est un long monologue de Fernandel parlant à sa vache. Il y met toute sa chaleur, sa malice, mais aussi sa mélancolie. Le film devient un symbole de la résilience, de l'ingéniosité française, de l'amour de la liberté. Le succès est colossal. Près de 9 millions de spectateurs en France. C'est un triomphe absolu. Fernandel est devenu un membre de la famille de tous les Français. Il est l'oncle rigolo, le grand-père tendre, le visage de la France profonde. Mais qui est l'homme derrière ce succès écrasant? Contrairement à tant d'autres stars de son époque, la vie privée de Fernandel est d'une stabilité à toute épreuve. Il est l'antithèse du glamour et des scandales. Son unique amour, c'est sa femme, Henriette. Depuis leur mariage en 1925, il lui est d'une fidélité absolue. Elle est son ancre, son roc, celle qui gère sa vie, sa carrière, et qui le maintient les pieds sur terre. Ils ont 3 enfants, Josette, Janine, et le petit dernier, Franck, né en 1935, qui suivra les traces de son père en devenant lui-même chanteur et acteur. Fernandel est un pater familia au sens traditionnel du terme. Un homme dont la priorité absolue est sa famille. Il gagne des fortunes, mais il garde les pieds sur terre. Il est économe, presque frugal, se souvenant toujours de ses débuts difficiles à Marseille. Il investit sagement, notamment dans sa magnifique villa Lousteau de la Mare, à Caril-Rouet, près de sa Marseille natale. Son autre grande histoire d'amitié, en dehors de Gino Cervi, c'est celle qu'il noue avec un autre monstre sacré, Jean Gabin. Ils sont très différents. Gabin est le taiseux, le vieux lion, l'homme à la présence minérale. Fernandel est l'extraverti, le bouillonnant. Mais ils se respectent profondément. Ils partagent les mêmes valeurs, le travail, l'honnêteté, la famille. En 1963, ils décident de s'associer pour ne plus dépendre des producteurs. Ils fondent leur propre société de production, l'Agafé. Un nom simple, contractant les 2 premières lettres de leur nom, Gabin et Fernandel. Leur premier film produit ensemble sera un symbole, L'âge ingrat, en 1964. Ils y jouent 2 pères que tout oppose, dont les enfants tombent amoureux. Et pour rendre le film encore plus personnel, les rôles de leurs fils sont joués par leur vrai fils, Franck Fernandel et Mathias Gabin. Le film est un joli succès, mais c'est surtout le témoignage d'une amitié professionnelle et profonde. Dans ses mémoires, Jean Gabin décrira Fernandel avec une admiration touchante. Il saluera non seulement l'acteur, mais surtout l'homme, son caractère moral inébranlable, sa loyauté et son humilité face à un succès qui aurait pu en griser tant d'autres. Nous sommes à la fin des années 1960. Fernandel a 67 ans. Il a tout réussi. Il a conquis le monde, bâti un empire, préservé sa famille. Il est au sommet du monde. Il s'apprête à repartir en Italie, dans le petit village de Brescello, pour tourner le 6e volet de sa saga fétiche,
Don Camillo et les contestataires. Il est plein d'énergie, ou du moins, c'est ce qu'il croit. Mais l'obscurité, la vraie, s'approche en silence. Si l'amitié entre Fernandel et Gabin vous touche, ou si vous admirez cette loyauté familiale, faites-le nous savoir avec un petit j'aime. Cela nous encourage à continuer de fouiller ces détails humains qui font les grandes histoires. L'année 1970 commence. Fernandel est à Parme, en Italie, pour la préparation de ce nouveau Don Camillo. Il retrouve son ami de toujours, Gino Cervi. L'ambiance est joyeuse. Mais rapidement, Fernandel ne se sent pas bien. Il ressent une fatigue inhabituelle. Une douleur vive dans la poitrine, sur le côté droit. Il met ça sur le compte du surmenage. Il a 67 ans, après tout. Mais la douleur persiste, elle devient aiguë. 3 mois plus tôt, à Marseille, il avait déjà consulté pour cette douleur. Les médecins avaient découvert une petite masse, un kyste près de son sein droit. On lui recommande une intervention chirurgicale pour l'enlever. Une opération qui semble bénigne. Il est opéré à l'hôpital de Passy. Le chirurgien, le docteur Jean-Pierre Fleuriot, procède à l'ablation. Mais lorsqu'il analyse la tumeur, le diagnostic tombe, glacial. Ce n'est pas un kyste. C'est un cancer du poumon, déjà propagé. La maladie est maligne, agressive, et à un stade avancé. C'est un choc terrible pour la famille. Sa femme, Henriette, et son fils, Franck, sont effondrés. Ils se réunissent avec le médecin. Et là, ils prennent la décision la plus lourde de leur existence. Ils décident de ne rien lui dire. Pourquoi? Dans les années 70, le mot cancer est une sentence de mort absolue. Il est synonyme de douleur, de déchéance et d'une fin imminente. Henriette et Franck sont convaincus que si Fernandel apprend la vérité, la terrible angoisse le tuera moralement bien avant que la maladie ne le fasse physiquement. Ils veulent préserver son moral, son optimisme, son amour de la vie. Ils décident de lui mentir. Par amour. Le médecin se plie à leur volonté. Au réveil de Fernandel, on lui annonce une excellente nouvelle. L'opération s'est parfaitement déroulée. Ce qu'il avait n'était qu'une pleurésie, une inflammation de la plèvre. C'est douloureux, certes, mais cela se soigne très bien. On lui prescrit des traitements de radiothérapie, en lui expliquant qu'ils sont destinés à favoriser la guérison et assécher la plaie. Fernandel est soulagé. Une pleurésie? Ce n'est rien. Il va pouvoir repartir tourner son Don Camillo. Il retourne donc à Brescello. Mais sur le plateau, la réalité de la maladie le rattrape. Il est faible. Il maigrit à vue d'œil. Il peine à se souvenir de son texte. Lui, l'acteur à la mémoire d'éléphant. Gino Cervi, son ami Pépone, est horrifié. Il voit son ami s'éteindre devant lui, mais il est lui aussi prisonnier du secret. Il ne doit rien montrer. Puis vient la scène de trop. Une scène où Fernandel, alias Don Camillo, doit soulever dans ses bras la jeune actrice Graziella Granata. Elle pèse à peine 50 kilos. Il essaie. 1 fois. 2 fois. Il n'y arrive pas. Ses forces l'ont abandonné. Il s'effondre sur le plateau, en larmes, non pas de douleur, mais de honte et d'incompréhension. Pourquoi son corps le lâche-t-il? Cette simple pleurésie est-elle si grave? C'est la fin du tournage. La production est arrêtée. La compagnie d'assurance, pragmatique et inquiète, prend une décision brutale. Elle casse le contrat de Fernandel et le remplace par un autre acteur, Gaston Mauchin, pour retourner les scènes. Fernandel l'apprend alors qu'il est rentré en Provence pour se reposer. Pour lui, c'est la trahison ultime. Pas la maladie, non. Il ne sait toujours pas. C'est cette décision de la production. Il est dévasté. Son moral, que sa famille essayait tant de protéger, s'effondre. C'est une décision d'une cruauté incroyable. Que pensez-vous de ce choix de la production? Et de la décision de sa famille? C'est un dilemme moral immense. Donnez-nous votre avis en commentaire. Les derniers mois de Fernandel sont un mélange surréaliste d'espoir et de tragédie invisible. Il est rapatrié dans son somptueux appartement de l'avenue Foch, à Paris. Il est alité. La maladie progresse à une vitesse foudroyante. Mais il vit toujours dans l'illusion. Il continue de croire qu'il souffre d'une pleurésie tenace. Sa famille joue le jeu, avec un courage et une douleur qu'on ne peut qu'imaginer. On lui parle de sa convalescence. On lui lit des scénarios pour après.
Il donne une dernière interview, quelques mois seulement avant sa mort. Les images sont insoutenables quand on connaît la vérité. Il est épuisé, amaigri, sa voix est faible. Mais il parle de l'avenir. Il admet que le film Don Camillo sur lequel il travaillait pourrait être son dernier. Non pas parce qu'il se sent mourir, mais parce qu'il est fatigué, usé par la trahison des producteurs. Il dit, avec une lueur d'espoir dans les yeux, qu'il va mieux, qu'il se repose, et qu'il espère bientôt remonter sur scène, pour un tour de chant. Il ne remontera jamais sur scène. Le 26 février 1971, dans son appartement parisien, Fernand Contandin s'éteint. Il a 67 ans. Il est mort sans jamais avoir su de quoi il souffrait. Il est mort en croyant qu'il était en train de guérir d'une pleurésie. Le public, lui aussi, est tenu dans l'ignorance. L'annonce officielle, reprise par tous les médias, est celle d'une crise cardiaque ou de complications pulmonaires des suites de sa maladie. Le mot cancer n'est jamais prononcé. La France est sous le choc. L'homme au sourire éternel n'est plus. Le deuil est national. À ses funérailles, le tout Paris est là. Mais c'est son ami, Jean Gabin, qui est le plus atteint. Le vieux lion est dévasté. Il pleure ouvertement la perte de son ami, de son associé. Il dira de lui, résumant parfaitement l'homme, Fernandel était un ami loyal, un homme d'un grand caractère moral, et un artiste immense. La vérité sur la maladie de Fernandel ne fera surface que bien plus tard, révélée par son fils Franck dans ses mémoires. Une vérité qui jette une lumière à la fois tendre et tragique sur ses derniers jours. L'héritage de Fernandel est colossal. Plus de 150 films. Des dizaines de chansons qui font partie du patrimoine. Il n'était pas seulement un comique. Il était un grand acteur dramatique, l'homme de Pagnol. Il n'était pas seulement une star française, il était une icône mondiale, Don Camillo. Il n'était pas seulement un prisonnier avec une vache, il était le symbole de la tendresse et de la résilience. Sa vie, marquée par une ascension fulgurante depuis les ruelles de Marseille, est un témoignage de persévérance. Mais sa mort restera comme l'une des plus poignantes du cinéma, celle d'un homme protégé de la vérité par un amour si fort qu'il a préféré le mensonge à la douleur. Un homme dont le sourire cachait, jusqu'au dernier souffle, une souffrance qu'il n'a jamais pu nommer. Fernandel restera à jamais dans nos cœurs, non seulement pour les rires, mais aussi pour l'homme qu'il était, un homme au grand cœur. Et vous, quel est votre film préféré de Fernandel? Est-ce un Don Camillo, La vache et le prisonnier, ou peut-être un drame de Pagnol comme Angèle? Partagez vos souvenirs avec nous dans les commentaires. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cette histoire. Si la vie de Fernandel vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans la vie des étoiles légendaires. Merci de nous avoir regardés, et à très bientôt.